Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified. Ladies and gentlemen, the bloodiest thing that ever happened in front of a camera. Bonsoir ma gang de zombies, bienvenue à Video Nasties, la liste maudite, le show dédié aux films qui vont trop loin. À soir, on va avoir droit à un bon petit slasher de démence, un plongeon vers la folie d'un tueur maniaque schizophrène, et même si généralement les flashbacks ne viennent pas sans le Vietnam, ce soir c'est sans Vietnam et c'est du début à la fin, on est truffé de flashbacks, c'est une rêverie, un vrai cauchemar. On s'en va voir la bande-annonce. Prepare yourself for the most intensely shocking motion picture of our time. Nightmare. The motion picture everyone is talking about. Hello? Hello, Steve? Terrified you in Dawn of the Dead and Friday the 13th. Special effects director Tom Savini. Now comes Nightmare. Kathy? Kathy? Terror will surround you. Survive the night. Nightmare. Scream, but no one can help you. Listen to me, George. It's only a dream, and dreams can't hurt you. Are you there, George? Daddy! George, don't hang up! Where do you go? There's no place to hide. Escape alive. No one under 17 will be admitted. From 21st Century Distribution, coming soon. Oh yes, on va avoir droit à un vrai cauchemar, Nightmare. C'est ça qu'on va regarder à soir, aussi connu sous le nom de Nightmare in a Damaged Brain, Blood Splash, Schizo aussi, et dans son titre français, dont je suis moins sûr, Cauchemar à Daytona Beach. C'est un slasher qui est sorti le 23 octobre 1981, une coproduction entre l'Italie et les États-Unis. Ça a été tourné en Floride et à New York. Ça a été réalisé
et scénarisé par Romano Scavolini. C'est en fait un Italien qui s'est exilé aux États-Unis. Une quinzaine de films à son actif. Étrangement, il a rien fait entre 1984 et 2000. Depuis, il y en a eu que 4. Et aujourd'hui, c'est surtout du petit drame. Mais dans le temps, il a réalisé Dog Tags en 1988, Savage Hunt, un peu plus connu dans le série B, en 80, Your Honor en 73 et Un Bianco Festito per Mariale, en tout cas, une affaire de même. En 72, c'est en fait son giallo à succès. Il a fait aussi un mini-doc sur le LSD, un film éducatif. And I took off screaming down the street, scared. Étrange. Les acteurs principaux du film de ce soir, on a Baird Strafford. C'est un bon acteur, mais il apparaîtra pas dans aucun autre film que Dog Tags de Scavolini et Nightmare de ce soir. On a aussi Sharon Smith, 4 rôles, pas grand-chose, dont Blast of Girls en 1967, qui est distribué chez Something Weird Video. Donc, on devine qu'il y a beaucoup de totons. Aussi le film Tyler, un film canadien en 78. On sait ce que ça donne aussi, les films canadiens. Ensuite, on a Nightmare et on termine sa carrière avec le très mauvais Puss in Boots. See Wonderland's most amazing hero. I am a very clever cat. I can talk and even more than that. On a aussi C.J. Cook, un kid qui ne fera pas très bonne impression en tant qu'acteur, car on ne le reverra plus jamais. On a aussi Mick Cribben, il est en réalité plus un caméraman, un réalisateur, un gars de son, un producteur, un éditeur. Il a réalisé un seul film, le très troublant Beware Children at Play, avec la scène de massacre d'enfants à la fin dans lequel il jouait aussi un rôle. No! Aussi, il y a une apparition dans le film New York Nights et il a même travaillé sur le son de Spider-Man en 2002. On a Bill Myling qui est lui plus producteur, réalisateur surtout. Il a réalisé 18 films, produit 21, beaucoup de folichons comme Body Trouble en 92, Caged Fury en 90, Escapade Lauderdale en 89. Sang, les fesses! All American Girl 1 et 2 in Heat. On a The Virgin Show, Blonde Velvet, Satin Sweet. C'est tous des noms très érotiques, vous le devinez. Puis à chaque fois, c'est intéressant parce que c'est jamais sous son vrai nom. Il y a toujours avec un pseudonyme comme Williak G. Haddington Jr., Philip T. Dexter Jr. ou Dexter Eagle, Craig Ashwood, ou Bill Eagle. D'après moi, cet homme a des choses à cacher. Et ça, je le refuse. Mais le synopsis du film de ce soir, je vous le sors un peu comme il serait en arrière de la cassette VHS, parce que c'est un peu bizarre.
tout en étant classique. On y revient, vous allez voir. Dans un hôpital psychiatrique de New York, un homme paranoïaque et amnésique suite à un traumatisme dans son enfance est soigné intensivement. Les médecins le croyant soigné, ils le laissent sortir finalement après des années en psychiatrie. C'est alors que débute le voyage terrifiant d'un dément qui tente désespérément de lutter contre sa folie. Donc, début 80, hein, c'est le cinéma slasher est à son apogée avec des films comme Maniac, Halloween ou Vendredi 13. Tout le monde veut profiter de la popularité du genre puis pondre son slasher. On a donc confié à Scavolini le pari d'en créer un de plus en 1980. Après le succès d'estime de son étrange giallo de 72, je vais essayer de leur dire... Un bianco vestito per Mariale. Bon, c'est pas pire, ça. On va l'avoir. On suit à soir les tribulations d'un schizophrène, George Tatum, interprété admirablement par Baird Stafford, qui tente par plusieurs traitements d'échapper au cauchemar récurrent de ses souvenirs d'enfance qui le tourmentent sans arrêt. J'en peux plus. Ça me fait faire des choses mauvaises. Il est pas capable de s'en défaire. Croyant être guéri, par contre, on le laisse sortir de l'hôpital, mais rapidement, Tatum va replonger dans la folie de ses pulsions meurtrières. Ça reprend le dessus. S'ensuit des meurtres sanglants. Vous le devinerez. Vous avez reprogrammé ce malade. Vous l'avez bien remis en circulation. Maintenant, il est dans la nature et il massacre les gens. On est loin à soir d'un film parfait, malgré quelques chocs et une musique bien expérimentale. Nightmare un peu de mal à prendre son envol, entre autres à cause d'une mise en scène qui est peut-être un peu trop laborieuse, un peu trop naïve aussi. Le spectateur a beaucoup de mal à s'accrocher au film. Dans une chronologie bien respectée pourtant. Floride, première nuit, second jour. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, dernier jour. Scavolini va nous plonger dans une lente descente aux enfers à mesure que la folie prend le dessus sur notre George Tatum. Ce qui permet à Scavolini de mettre à profit son sens du slasher puis du meurtrier tapis dans l'ombre, un peu dans le style giallo qui a fait son succès. On a aussi, pour contrebalancer ça, la petite famille heureuse composée d'une femme et de 3 enfants. Un bonheur qui détonne beaucoup avec la froideur de la première partie du film où on suit George Tatum sortant de l'hôpital et bon avec ses cauchemars et tout. Donc le paroxysme du film se situe vraiment à la fin quand Tatum se met à épier cette maison du bonheur tel un Michael Myers en puissance. On aurait justement reproché à Scavolini d'avoir un peu plagié à Halloween de Carpenter. Mais en réalité, rendu au punch final, il y a vraiment beaucoup de différences qui viennent briser les allégations. C'est juste de valeur qu'on développe pas ce punch-là tout au long du film. À ce sujet, je vous en dirai pas plus. Je vais quand même garder le punch de la fin. Il semble en avoir auprès de la famille Temper, la femme avec les enfants. Mais il va falloir attendre à la fin, finalement, pour savoir pourquoi. À moins que vous ayez... En tout cas, vous allez voir, je vous en dis pas plus. Je peux pas trop en dire tout de suite, là. Mais retour à Tatum, c'est certain que c'est pas un nouveau concept, le traumatisme de l'enfance, qui transforme en meurtrier complètement fou, mais à soir, c'est très freudien. Notre jeune surprend, étant jeune, son père au lit avec une maîtresse masochiste, et on laisse entrevoir une suite sanglante en flashback de cette scène-là. Toujours un petit peu par petit peu, on a la scène du flashback qui devient de plus en plus longue et de plus en plus complète, hein, comme un puzzle. C'est très long. Très, très, très répétitif. Mais c'est ça, ça prend ça pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour qu'on se demande, puis on a hâte de voir la suite, même s'il se passe rien entre les flashbacks.
Donc, contrairement aux nombreux classiques du même thème, tout ce que Scavolini a trouvé pour faire différent, c'est que le traumatisme n'est pas causé cette fois par la mère, comme dans Psychose ou tellement d'autres comme Maniac, mais plutôt par le père. Très piètre différence, mais bon, ça fait un petit quelque chose quand même, hein, ça n'a pas le même impact. Il va jouer la carte du cauchemar puis de l'hallucination pendant tout le film, provoquant chez le schizophrène, si on veut, les crises de folie, presque d'épilepsie, le poussant inévitablement vers le meurtre qu'il tente en vain de réfréner. Il est pas capable, c'est plus fort que lui, il doit tuer. Ce n'est qu'un cauchemar, et les cauchemars ne sont pas réalité. Vous êtes là, Georges? C'est tout de même à dire que plus le film avance, plus les flashbacks deviennent superflu, artificiel et très répétitif. Si on n'avait pas encore compris les sous-entendus des docteurs dès le début du film, on nous donne amplement d'opportunités de se faire un lien puis de comprendre avant le temps la finale de la scène de l'enfance traumatisante. Donc la surprise est légère, mais le côté choquant et gore lorsqu'on voit la scène en entier, ben au final ça va compenser pour l'absence de surprise, croyez-moi. C'est gore à souhait. Si vous êtes patient, vous serez servi fanatique de violence. Scavolini tente par tous les moyens de rationaliser puis de rendre réaliste son intrigue de façon très déséquilibrée, en retraçant jour après jour la vie des futures victimes de Tatum, la famille Temper, et ce dès la mise en liberté de George Tatum. On essaie aussi de démontrer l'absence d'autorité paternelle par les actions du kid de la famille, joué par C.J. Cook, le petit faiseur de mauvais coups, qui ira même jusqu'à simuler sa propre mort dans un beau bain de sang, ou plutôt de ketchup. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Merde. Un peu d'air, écarte-toi, vite. Et Sydney, ça va comment? T'en fais pas, on est là avec toi, tout ira bien. Lève seulement un peu la tête. Ça va, ta maman est là. C'est du ketchup. Quoi? Je le savais. Ça se lisait dans son regard. Sa mère, en beau maudit, avec raison. Le kid, lui, trouve ça bien drôle, puis dès qu'il se fait mettre en punition, il se met à préparer son prochain mauvais coup, tu sais. Tu sais, un petit crise d'insupportable, là. Je pense qu'ils tentent de créer un lien entre le tueur puis le petit jeune, les deux dérangés à leur niveau, mais en bout de ligne, ça fonctionne pas tellement. Les tentatives de ficelles psychologiques entremêlées, j'ai plus l'impression que c'est une façon de créer des scènes de stress sans trop d'efforts pour masquer le fait que son histoire est peut-être un peu trop monotone par moment. Tu sais, comme dans tous les films d'horreur, t'as toujours des scènes où l'amie de la fille qui est dans le noir toute seule avec du gros violon stressant là, elle s'en vient derrière puis oh hey t'étais là, puis là finalement tu te rends compte que il se passe rien du tout, il a juste fait un saut pour rien. Dans ça c'est vraiment une peur brève et gratuite qui n'avance en rien l'histoire, même si tout est, tu sais, c'est passé le coup facile, ça coûte rien, bang puis t'as un petit saut de plus pour ton film, hein. On en abuse comme les cellulaires qui pognent jamais les ondes quand c'est le temps, les chars qui partent jamais quand c'est le temps, puis pourquoi qu'elle monte au deuxième quand elle devrait sortir, puis les fameux mirror scare où à chaque fois qu'on voit un miroir, on fait le saut parce qu'il y a quelque chose de l'autre bord, puis finalement ça sert à rien. Craquez, crique, boubou, c'est la tête de... Ah! Sorry. Oh my God. Sorry. Candyman.
ça est un peu insuffisant pour nous empêcher de s'ennuyer en suivant la petite vie tristounette de la famille Temper, les blagues fatigantes du petit CJ, les colères de la gardienne, la dépression de la mère, les fesses de pitié du beau-père. Oh, il est donc compréhensif. Hein. Oh. Ça va, ta maman est là. Mais tu sais, c'est un peu déprimant, puis c'est long, puis en vérité, ben ça nous intéresse pas en tout. En plus, ça nous détourne de ce qui nous intéresse, la descente aux enfers de Tatum, le psychopathe. Revenons à nos moutons, même si ça s'améliore pas tellement. C'est un peu morbide et déprimant à suivre Tatum débarquer dans un peep show à un moment donné, encerclé de plein d'autres pervers qui se massent allègrement et de façon très gluante. Ils sont surexcités, toute la gang. On dirait qu'ils ont 10 ans puis qu'ils voient des seins pour la première fois. C'est vraiment mal joué. Ils sont trop énervés, là. Ça n'a pas de sens, là. C'est ridicule. En tout cas, c'est un peu creepy. Ça suivra tout de même quelques meurtres au passage, mais on est constamment débalancé par les scènes ennuyantes des médecins qui vraiment imbéciles qui cherchent Tatum en vain. Là. Oh, il est où? Puis tout le long, finalement, ils sortent pas bien de l'hôpital. C'est un peu niaiseux. Personne ne sait où il se cache. Ou l'ordinateur 1980 aussi, hein, ça fait toujours rire. Alors, Georges, où es-tu? Question, confronter, collationner toutes les données sur Tatum, prédire probabilité de destination. Alors, vite. Ah, destination probable. Braden, 19%, Atlanta, 31%, Miami, 63%, Daytona, 91%. Daytona Beach. On pense par exemple au film Evil Speak, Messe Noire qu'on a parlé ici il y a pas longtemps. Par bout, ça aurait été ça pourrait être un téléfilm tellement la photographie est d'une fadeur documentariste. On n'atteint pas le grotesque de William Lustig dans le film Maniac, le côté sale, suintant, poisseux, qui donne un malaise constant en fait, qui est super intéressante dans le slasher, surtout dans les films où ce qui plonge dans la démence. Hein. Le but de Scavolini était finalement de brusquer et de choquer par les crises d'épilepsie et de douleur mentale de Tatum en abusant des lieux communs et de la monotonie. On aura droit à des séquences moyennement convaincantes mais extrêmement sanglantes. La quantité de gore a quand même pesé dans ma balance et ça m'a fait pardonner quelques longueurs assaisonnées aux somnifères. Un film un peu trashy, avec très peu de budget, et ça paraît. Et vous allez remarquer que c'est un film très misogyne, probablement une des raisons pour la haine des censeurs et des Christian freaks quand il est venu le temps de passer ciseaux dans la pellicule. Le film Nightmare, le film de ce soir, a eu une espèce de notoriété instantanée, discutablement l'un des plus controversés. Discutablement. Lorsqu'il a été ajouté à la liste des Video Nasties le 4 juillet 1983, il erre encore au sein de la dite liste maudite de la BBFC. Mais toute cette attention a été attirée entre autres à cause de ses gimmicks de promotion. Par exemple, à son lancement en salle, on donnait un fameux sac à vomi à l'effigie du film, truc promotionnel qu'on a vu souvent, notamment pour le film de Herschel Gordon Lewis, le premier film de gore de l'histoire, Blood Feast. Aussi, David Hamilton Grant, le secrétaire de la compagnie de distribution responsable de la sortie vidéo en mai 1982, World of Video 2000, a reçu une sentence de 18 mois de prison accusé d'avoir distribué du matériel obscène. Le film avait été distribué en 2 versions, une censurée et une unrated. Seulement la version censurée était permise chez les British, même si c'était simplement une coupe de 48 secondes plus longue que la version approuvée par les censeurs. David Hamilton Grant was a producer of soft porn, whose video label, World of Video 2000, released an Italian splatter movie, Nightmare. Grant retitled the film Nightmares in a Damaged Brain and promoted it with a tasteful Guess the Weight of the Human Brain competition. Before long, the police paid him a visit.
David Hamilton Grant, au nom de World of Video 2000, donc, a été accusé suivant la nouvelle législation en vogue au Parlement, le Obscene Publication Act de 1984. Ils en ont fait un exemple pour faire peur aux autres distributeurs. Not a classic, but well executed, provoking the testy retort from the judge, which I can scarcely believe. So was the German invasion of Poland. Well, if you get judges like that, you do know you've reached the end of the line, really. Grant was sentenced to 18 months in jail for supplying obscene material for the purpose of gain. The David Hamilton Grant verdict increased the uncertainty and confusion within the industry, and measures would have to be taken to restore order. Le film a eu aussi quelques problèmes en Allemagne, mais les temps changent et aujourd'hui on peut trouver ce film-là facilement. Il y a eu quelques distributions de DVD de diverses versions. Les plus fiables seraient peut-être celui de Shriek Show Collection ou encore mieux le fameux box set de Anchor Bay. Ils ont sorti un box set qui regroupe certains des Video Nasties les plus notoires tels que Evil Dead, Driller Killer, Zombie Flesh Eaters, I Spit on Your Grave, Last House on the Left et le fameux documentaire Direct to Video de 2005, Band the Sadist Video, qu'on va probablement regarder ça à un moment donné, c'est assez intéressant. Sur eBay, il existe une copie très rare en VHS Big Box à vendre depuis un bon bout de temps. Par contre, elle est en vente pour la modique somme de $350. Ça fait un peu cher pour une VHS. Je suis aussi tombé sur une affiche originale de la sortie en salle américaine en vente à $3,000 US. Moi, personnellement, je peux pas me permettre ça. Mais je vous souhaite bonne chance. C'est pas un bandit. On a Tom Savini, le grand maître des effets spéciaux d'horreur, qui a été crédité comme responsable des effets spéciaux, mais en réalité, il était juste consultant, puis il aurait menacé de poursuivre la production pour l'utilisation de son nom dans le générique du film pour le promouvoir. Hein. On peut encore trouver des copies où on peut voir Tom Savini crédité au générique, mais cherchez-le pas ce soir, ma copie, il l'est pas, c'est une réédition. Le réel responsable des effets spéciaux est Edward French. Vous pouvez le pointer du doigt. From the man who terrified you in Dawn of the Dead and Friday the 13th, Special Effects Director Tom Savini. Vous remarquerez, c'est sûr que le film est truffé de petites erreurs, mais il y en a une ou deux qui est quand même qui sont très évidentes. Quand le jeune fume dans les marches, il est torse nu, juste en bobette. Puis là, ça saute à un plan où sa copine est en train de prendre sa douche. On revient au plan du jeune qui fume sa galerie, puis oups, soudainement, il y a un T-shirt. On peut aussi aisément voir un mannequin utilisé dans la scène de décapitation. La chair du cou ouvre du côté droit, même si le tueur a poignardé du côté gauche, puis de toute façon, tout le long du film, il n'y a pas une fois où le sang gicle de façon réaliste, mais ça gicle en tabarouette. On va avoir du fun pareil. Ce soir, c'est un petit nasty peu convaincant, mais bon si vous endormez pas. Vous allez avoir droit à une bonne fin, quelques petits punchs le fun, puis beaucoup de faux sang et de massacres. Un slasher moyen, oui, mais qui doit être vu en termes de big shot sur la liste des Video Nasties à cause de la controverse qu'il a soulevée à cette époque-là. Et on adore les enfants meurtriers. J'en ai-tu trop dit? À vous de le découvrir. Pour plus de photos, d'affiches, de pochettes, de bandes-annonces, venez nous voir sur la page Facebook, c'est simple. Video Nasties, la liste maudite. Ou vous pouvez m'écrire par courriel à predge@douteux.org. Gardez un œil attentif sur vos enfants. Hein? Ce sont tous des tueurs potentiels. Hein? On les garde à l'œil. Sur ce, bon film, à la semaine prochaine. Merci de votre visite. Merci à vous. Votre aide est précieuse.